tous et bienvenue dans cette nouvelle lecture. Alors aujourd'hui, on va continuer le livre de Jacques Darès, la collection Encyclopédie de l'ésotérisme, le tome 1. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un chapitre consacré au mystère de l'Amérique précolombienne. Et dans ce chapitre, vous allez voir qu'on va faire tout un tas de connexions entre les peuples hyperboréens et ce qui en découle, notamment les Celtes, l'Égypte, également les peuples d'Amérique du Sud, enfin certains, qui ont la particularité pour certains justement de se revendiquer être les premiers arrivants, on va dire, sur Terre avant l'arrivée des humains. C'est un petit peu bizarre. Certains parlent de divinités venues des cieux, venues des étoiles. Donc ça peut peut-être même faire le lien avec... on pourrait faire le lien avec le domaine des ovnis que je traite également. Enfin bref, vous allez voir qu'il y a tout un tas de connexions, et également au niveau de la des potentielles racines, origines de nos mots et de toutes nos langues actuelles ou passées. Bref, vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Donc là, on est à la page 80. Le chapitre s'appelle « Avant Colomb, les Vikings ». C'est parti. Quelques coïncidences bizarres apparaissent. Les Toltecs construisent une ville sacrée et ne lui donnent pas le nom de Tiwanakan, qui est le nom typique de l'Amérique centrale, mais le nom de Tula, donc T-H-U-L-A, comme le mot Tulé, hein, il y a juste le E qui est transformé en A. Faut-il faire un rapprochement avec Tulé? Donc Tulé, ça fait référence à l'Hyperborée. Est-ce grâce aux Vikings et autres navigateurs de l'extrême nord où l'on situait Tulé que cela se serait produit? Les Toltecs auraient-ils eu la visite d'hommes d'Occident avant Colomb? Et c'est vrai qu'on peut remarquer qu'en Amérique du Sud, il y a tout un tas d'indices nous permettant de supposer la venue d'hyperboréens, ou en tout cas de peuples venus du Nord, ce qu'on appelle vulgairement des Vikings, notamment par rapport aux mines d'argent, aux mines d'or, à toutes les histoires racontées par différents peuples qui justement parlent de ça et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Une légende a toujours intrigué les chercheurs, celle de l'homme blanc auquel on donne le nom du dieu, alors je vais essayer de l'expliquer correctement, Quetzalcoatl, alors je vais vous l'épeler pour que vous puissiez faire vos recherches, Quetzalcoatl, Quetzalcoatl, et qui, dit-on, prêchait une religion très pure et serait reparti en disant qu'il devait revenir. Cela aurait expliqué l'accueil réservé par les indigènes aux conquérants espagnols, lesquels, quelques siècles plus tard, ont débarqué. Ils ont cru que c'était le retour du dieu Quetzalcoatl. Hélas, le dieu les a massacrés, en parlant des Espagnols. En examinant quelques autres peuplades, comme les Mayas Quinches du Guatemala, on retrouve des choses étonnantes. Dans cette autre ville sacrée qu'était Palenque, il s'agit par exemple d'une sculpture qui semble la réplique exacte d'un bas-relief égyptien de Thèbes. Si l'on accepte le style évidemment différent, ainsi que la technique et le décor extérieur qui ne sont pas les mêmes, la sculpture, décor extérieur, je suis revenu à la ligne, la sculpture maya est en tout point semblable à celle d'Égypte. C'est une statue représentée de profil, dans la même attitude hiératique. Le personnage porte la coiffure avec le pschent égyptien et l'auréus. Une main fait un signe de bénédiction avec une croix égyptienne, dite croix de vie, appliquée sur l'autre main dans laquelle apparaît un petit être que le personnage vient en quelque sorte de créer avec sa croix. Le manteau qui descend dans le dos a la même forme et la même longueur. On voit bien qu'il s'agit de deux styles totalement différents, mais la ressemblance des personnages de ce qu'ils représentent est frappante et inexplicable. Alors, petite parenthèse par rapport à ce qui a été dit, par rapport à la vraisemblance lorsque l'on va au-delà du style et de la technique de construction, de fabrication, on va dire, de certaines représentations. C'est vrai que ça, on peut également le remarquer à travers les civilisations, par exemple avec les Sumériens, on retrouve tout un tas de symboles que l'on retrouve
même encore aujourd'hui par exemple au Vatican avec la pomme de pin, avec l'étoile d'Ishtar, tout ça en fait voilà, c'est assez récurrent de retrouver des traces d'anciennes civilisations ou d'autres civilisations de la même époque mais à différents lieux, tout comme on peut, bah voilà, comme là, on peut faire des liens assez faciles hein, entre les Celtes et les Égyptiens, avec bah voilà, le dieu Ram, avec avec les pyramides, avec tout ce qui va être les pierres levées, donc les dolmens, ou ce qu'on appelle voilà, en Égypte les obélisques. Voilà, ça c'est des choses très répandues et c'est là qu'on peut voir qu'en fait il y a une connexion et que dans le fond c'est la même chose, c'est juste qu'à chaque fois je pense que ça a été un petit peu transformé pour que ça corresponde, pour que ça s'adapte en fait à l'environnement et au peuple auquel on s'adresse. Alors, le passage concernant là, la croix de vie appliquée sur l'autre main dans laquelle apparaît un petit être que le personnage vient en quelque sorte de créer avec sa croix. Ça, je trouve ça intéressant. La croix de vie, c'est la croix en C, l'anque. Ça peut représenter tout un tas de choses. Généralement, ça représente l'utérus et le vagin, je vais le dire comme ça, avec les trompes, etc. C'est ce qui représente la vie. Également la matrice universelle, hein, par où tout commence, tout débute. Il y a également d'autres voilà, d'autres symbolismes qu'on verra un peu plus tard justement, qui sont expliqués dans le livre. Mais voilà, en tout cas je trouve ça intéressant, cette création d'un être grâce à un objet. C'est généralement symbolique, mais on peut aussi peut-être potentiellement y voir autre chose. Comme la fabrication artificielle à partir d'outils, d'êtres, pas synthétiques, mais d'êtres un peu qui ne sont pas vraiment naturels. Et justement, dans d'autres chapitres, on pourra également faire le lien avec ça. L'Équateur, la Bolivie, tous ces pays ont également des traces de civilisation très anciennes. Leur langue comporte une racine que l'on retrouve dans presque toutes les langues, avec toujours le même caractère et la même signification. C'est la racine car, C-A-R, ou ker, K-E-R, qui en vieux celtique veut dire maison. Ker Maria, c'est la maison de Marie. On retrouve aussi avec les cairns, les gros tas de terre qu'on trouve notamment en Bretagne. Le dieu Cernunnos, on pourrait potentiellement également faire le lien avec ça. Cette racine, car ou ker, paraît devoir être qualifiée d'atlantique à défaut de pouvoir dire Atlante. On la rencontre en effet par centaines d'exemples en Occident. On trouve en Équateur la race des Caras et non loin de l'archipel des Caraïbes, la Guyane. Alors c'est marrant, des Caraïbes, il y a aussi la racine ker, avec Caraïbes. Donc la Guyane est un nom francisé. À l'époque de sa découverte, le pays s'appelait Carabana, Cayenne était Carienne, et les villes s'appellent Caracas, Carupano, Carabosco, Cariaco. Les maisons de certains pays là-bas s'appellent les Carbets, mots dans lesquels on retrouve cette racine ker ayant la même signification en vieux celtique. Plus au sud, on découvre la tribu des Guaranis, mot dans lequel le C a été remplacé par le G. Pour tenter de percer les mystères de l'Amérique précolombienne, il faut savoir que personne ne sait d'où vient le celte. Probablement, on pourrait potentiellement dire que la langue, oui, le vieux celte, le celte même actuel, proviendrait probablement de ces peuples atlantes qui nous ont justement laissé au travers soit de traditions, soit de monuments, soit au niveau de notre langue, des indices sur nos potentielles origines supposées. Petite lecture est maintenant terminée. Si vous voulez soutenir mon travail, j'ai ouvert un petit Tipeee ainsi qu'un Patreon qui vous permet de me soutenir directement. Ça me permet par exemple d'acheter d'autres livres pour pouvoir vous faire des petites lectures. J'ai ouvert un petit Telegram si vous voulez échanger avec moi. Il y a également maintenant une page Instagram. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions. Et je vous dis à très bientôt. Salut!